Bonsoir, il est 18 h, mardi 17 septembre. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Accès Direct. On est parti ensemble pour une petite heure d'actu et de découverte sur 8 Mont-Blanc. Comme chaque soir, vous en avez l'habitude maintenant avec 3 invités et bien sûr le JT à 18 h 30. Ce soir, je reçois le colonel Yvan Morel, le nouveau chef de corps du 27e bataillon des chasseurs alpins. Son nom vous est sans doute familier. Il est le petit-fils de Tom Morel, l'un des héros des combats des Glières. Nous reprenons aussi les bonnes habitudes comme l'an dernier. Hugues de Vries, chargé du projet permaculture au château de Menton, viendra nous donner quelques bons conseils pour s'occuper de son potager. Et enfin, une initiative portée par 3 femmes et la maison d'architecture de Haute-Savoie. Un film vous emmène à la découverte de la légende du haras d'Annecy. Les co-réalisatrices seront avec moi sur ce plateau. Mais avant, on attaque comme chaque soir avec les titres du JT. Salut Clémence. Ça patine déjà. Il est 18h01. Je patine déjà. Alors une première, ce soir, tu vas recevoir un invité, le directeur général d'Alpine Aluminium. La journée était décisive finalement, pas tant que ça. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Je garde un petit peu de suspense, on va dire, pour ce premier invité. Donc, dans le JT, il s'appelle Grégoire Hamel. C'est donc le directeur général de la société coopérative Alpine Aluminium. Et donc, il va faire le point sur la décision du tribunal de commerce d'Annecy qui a été rendue donc là, il y a quelques heures. En déficit financier, l'entreprise de transformation d'aluminium ne se relève pas des nombreux coups du sort qu'elle a subis ces derniers mois. Et puis, des étudiants sont partis sur la trace du loup. Et oui, ou plutôt la trace du loup, et puis ils expérimentent des méthodes de médiation. Ce sont des étudiants de l'université de Grenoble. Le but, c'est d'aider au dialogue entre les pros et les anti-loups. Il y a du travail. Il y a du travail, mais peut-être qu'ils vont y arriver. Merci Clémence, à tout à l'heure. L'invité actu du jour va me rejoindre, le colonel Yvan Morel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau chef de corps du 27e bataillon de chasseurs alpins. Vous avez pris sa tête fin août. Le 27e, il est installé au quartier Tom Morel de Cranchevrier. Le nom de votre grand-père, héros de la résistance. C'est pas rien comme bagage quand on arrive chef de corps? Non, c'est vrai que c'est forcément tout un symbole et on l'a senti le 30 août au moment de la passation de commandement du bataillon. Il y avait le département qui était vraiment derrière nous, derrière le bataillon. Vous savez, ce nom, il dit quelque chose d'assez fort en Haute-Savoie, mais s'il n'est pas utile à tous les hommes qui aujourd'hui travaillent au sein du 27e bataillon de chasseurs alpins pour être mieux reconnus, mieux écoutés, mieux suivis par les habitants de la Haute-Savoie, il ne sert à rien. Voilà, je dis que ce nom, il est là pour l'avenir et pour ceux qui continuent à servir leur pays. Là, on voit quelques images de cette fameuse passation. Pour vous, c'était un mouvement, je suppose, émouvant, attendu. C'est-à-dire que, est-ce que c'était quelque chose dont vous osiez rêver ? Oui, en fait, quand on arrive comme jeune officier, ce qui était mon cas en 2002 à Annecy, on a des exemples de chefs de corps sous les yeux qui forcément donnent envie de commander cette unité d'élite. Et du coup, ces exemples sont très inspirants et on se dit, tiens, moi aussi, j'aimerais être à cette place-là. Donc je dirais que oui, on a envie de tenir cette place-là. Aujourd'hui, c'est, voilà, je l'ai dit, un grand honneur de commander cette unité exceptionnelle et puis d'être de nouveau au service de nos concitoyens à la tête de cette unité. Alors cette unité, plus d'1 millier de femmes et d'hommes. En ce moment, près de la moitié sont en terrain extérieur. Alors j'ai noté la Côte d'Ivoire, la Guyane, le Gabon, le Sénégal. Qu'est-ce qui s'y passe sur ces terrains extérieurs? Qu'est-ce que vont apporter les chasseurs alpins sur ces terrains extérieurs? En fait, ils apportent leur expertise de l'urgence, la capacité à réagir très rapidement en cas de besoin. En Côte d'Ivoire, par exemple, ils sont dans ce qu'on appelle une base opérationnelle avancée, capable d'intervenir en très court préavis sur l'ensemble de la façade ouest du continent africain, de la bande sahélo-saharienne en allant jusqu'au Gabon. Et donc, en cas de coup dur pour nos ressortissants, pour les intérêts du pays, ils sont capables d'intervenir extrêmement rapidement et de déployer une force opérationnelle. En Guyane, c'est une mission un peu différente qui est celle de lutte contre l'orpaillage. Voilà. L'État est vraiment décidé à venir à bout de ce fléau. Et donc, nos unités patrouillent avec les unités de gendarmerie, etc., dans la forêt pour éviter que l'orpaillage illégal gagne en Guyane. C'est une mission difficile parce que c'est éprouvant physiquement, parce que c'est dangereux. Et moi, j'ai vraiment une pensée pour tous ces hommes et ces femmes qui sont déployés en opération en leur disant toute ma confiance et en même temps en leur disant qu'on est très attentif à ce qu'ils font et à ce qu'ils aient vraiment les moyens de faire leur mission dans les bonnes conditions. Alors, tous ces chasseurs alpins, ils vont rentrer. Ça va se passer là entre mi-octobre et
mi-novembre. Votre rôle de chef de famille, si je puis dire, dans ces retrouvailles-là, il est important. C'est un moment important dans la vie du bataillon? C'est vraiment un moment capital parce que le bataillon, c'est à la fois des hommes et des femmes très déterminés pour partir en opération, mais c'est aussi des familles qui les soutiennent et qui ont besoin de notre présence à leur côté. Moi, je dis souvent, il faut qu'on ait plusieurs vitesses sur notre vélo, c'est-à-dire que voilà, quand il faut aller très fort en opération, on y va, et quand on peut relâcher et vraiment profiter de nos familles, on le fait, et on le fait avec le souci de chacun, avec des moyens spécifiques, avec des assistantes sociales, un bureau environnement humain, voilà, tout un tas de procédures qui permettent vraiment de prendre en compte les préoccupations des familles, qui sont des vraies préoccupations pour moi. Le chantier prioritaire pour vous? C'est celui d'être prêt à faire la mission qu'on va nous confier demain. Voilà, parce que vous ne connaissez pas forcément. Non, que je ne connais pas forcément, mais je sais que le 27e BCA doit être au rendez-vous ce jour-là. Il fait partie des unités d'élite de l'armée de terre. Et donc, c'est toute une culture à poursuivre. Le bataillon est en merveilleuse forme, parce que c'est un bataillon qui a l'habitude des terrains compliqués, des opérations compliquées. Et justement, maintenir ce niveau haut en permanence, c'est un enjeu. Et je crois que les menaces qui pèsent à la fois sur la sécurité des Français sur le territoire national, qui pèsent sur l'intérêt de la France à l'extérieur de nos frontières, sont des motivations suffisantes pour qu'on soit vraiment investi dans ce métier. D'ailleurs, vous participez régulièrement à l'opération Sentinelle. En gros, c'est une année sur deux en extérieur, à domicile ou pas forcément? En fait, l'opération Sentinelle, on l'a fait quasiment en temps continu depuis qu'elle a été déclenchée, voilà, depuis les attentats du Bataclan. Et ça, c'est vraiment une charge qui est très importante, mais c'est indispensable pour la sécurité de nos compatriotes. Et en parallèle de ça, on a les mêmes soldats qui partent en opération extérieure. Donc c'est exigeant d'avoir cette double capacité. De nouveaux équipements sont attendus, de nouveaux fusils, de nouveaux véhicules. Là, comment vous vous y préparez? On a tout un ensemble de mesures et de services qui travaillent pour accueillir. Vous savez, on est 1200 combattants au 27e bataillon de chasseurs alpins, donc on est assez organisé pour ça. Et je dirais que les choses sont vécues avec une certaine expertise et sérénité. On a des nouveaux fusils qui arrivent dans 2 semaines, on a des nouveaux véhicules qui vont arriver dans les 2 prochaines années. Voilà, l'armée de terre se modernise grâce à la loi de programmation militaire qui nous a donné les moyens budgétaires pour faire notre métier. Et pour nous, c'est voilà, un vrai bonheur d'avoir des moyens pour faire notre métier correctement. Alors vous parlez de budget, justement la ministre des Armées, Florence Parly, était chez vous au 27e au mois de mars dernier et donc elle a annoncé la fameuse prime de technicité de haute montagne. Je crois que ça faisait plus de 10 ans que notamment les chasseurs alpins l'attendaient. C'est une reconnaissance qui vous permet de mieux recruter, de plus recruter? Oui, c'est une juste reconnaissance pour ceux qui ont des qualifications particulières pour emmener les gens en montagne. Voilà, donc ça ne concerne pas tous les chasseurs alpins du bataillon, mais ceux qui sont formés à l'école militaire de haute montagne de Chamonix, comme chef de cordée ou comme chef de détachement. Voilà, ceux-là sont enfin reconnus dans leurs attributions et dans l'engagement qu'ils ont au service des autres. Et ça, c'était très important pour nous. Je crois qu'effectivement, ça sera un moyen pour fidéliser les gens. Mais vous savez, on n'a pas besoin de ça pour faire ce métier exigeant. Cela dit, c'est une question de justice. Voilà, quand on a des qualifications supérieures, qu'on prend des risques sur les terrains montagnards, je crois que c'est le moment de le reconnaître et c'est une juste reconnaissance pour nous. Ça fait rêver, le métier de chasseur alpin? J'espère qu'il fait rêver aujourd'hui. Vous savez, nous, on accueille entre 250 et 300 jeunes tous les ans au bataillon. Donc des nouveaux recrutements? Absolument, des nouveaux recrutements, parce que certains nous quittent. On a un impératif de jeunesse, on a un métier qui est très exigeant physiquement et moralement, donc on a un impératif de jeunesse. On les forme pendant 8 mois. Et vous savez, ceux qui viennent chez nous, je pense qu'on peut dire qu'ils rêvent de cet engagement au service de leur pays, ils rêvent d'aventure, ils rêvent de cette vie collective au service des autres. Alors, vous restez avec moi pour la revue de presse. Cette année, les invités aussi vont partager leur regard sur l'actualité. Vous parliez de la dangerosité, de la spécificité du terrain montagne. Et vous, ce qui vous a marqué dans l'actualité ces dernières semaines, ça se passe au cœur du massif du Mont Blanc. Vous l'avez peut-être suivi, on en avait parlé dans le JT. C'est celui de l'effondrement et du sauvetage du bivouac des Périades. Donc, c'est une cabane qui est située à 3421 mètres précisément, qui a été construite il y a presque 100 ans et qui peut abriter 3 personnes, je crois. Et symbole du changement climatique, cette petite cabane, elle est en train de s'effondrer, enfin le terrain autour d'elle s'effondre. Ça, c'est quelque chose qui vous a interpellé parce que vous le constatez régulièrement? Oui, parce que nous, on est des pratiquants de la montagne du quotidien, des professionnels de la montagne, et donc c'est vraiment notre terrain de jeu. Je le disais, on se forme à Chamonix, à l'école militaire de haute montagne, et donc quand la montagne s'effondre,
dû au réchauffement climatique, c'est effectivement un risque supplémentaire et puis un drame pour nous qui sommes vraiment habitués à la côtoyer. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est un geste très beau des gens de montagne auquel on s'associe volontiers, qui est celui de, voilà, un risque, une menace d'effondrement et on se met ensemble pour le reconstruire. J'invite vraiment tous ceux qui veulent participer à cette reconstruction de le faire financièrement. Voilà, nous on est vraiment de ce milieu-là, c'est notre spécificité, c'est notre engagement en milieu difficile et du coup on se sent une solidarité profonde avec tous ceux qui vivent dans ce milieu-là. Et donc on rappelle qu'il y a une cagnotte de financement participatif qui a été lancée. On en est un peu à 92% cet après-midi en tout cas. Il reste 5 jours, donc si vous voulez participer, l'idée c'est de solidifier cette cabane qui est d'un grand secours aux alpinistes. Et ça se passe donc sur le site internet de Litchi. Vous tapez sauvetage du bivouac des Périades. Et puis moi, de mon côté, alors c'est une info économie sur le territoire. L'exportation des programmes audiovisuels français à l'international a été multipliée par 3 en 25 ans. C'est ce qu'a annoncé, c'est ce qui l'association qui regroupe les exportateurs français s'est réjouie sur Twitter. Et l'animation est le premier genre exporté puisqu'il représente 40% de ces exportations. Et vous le savez, en même temps que le festival d'animation d'Annecy, il y a aussi le marché international du film chaque année à Annecy. Et cette année, il y a eu plus de 4000 participants de 82 pays. C'est un marché du film qui est en plein essor et un secteur d'animation qui se porte plutôt bien. Voilà, donc une bonne nouvelle pour le territoire. Absolument. Merci beaucoup Yvan Morel d'être venu sur le plateau d'Accès Direct. Merci beaucoup. On va changer d'univers maintenant puisque je vais accueillir Hugues de Vries qui est chargé du projet permaculture au château de Menton et qui est un habitué du plateau. On a changé sans vraiment changer cette année. Ah si quand même. Hein. Ça vous va? Oui, ça me va très bien. Vous acceptez de revenir? Absolument. Merci d'être là. Alors Merci donc vous venez régulièrement nous donner vos précieux conseils pour jardiner au mieux dans le respect de notre belle planète. Et ce soir, on va s'intéresser au potager. Ouais. Comment ça s'est passé pour le potager du château de Menton Alors cet été? le potager lui-même, on a bien produit cette année, donc je suis très content du résultat. Je pense que tous les jardiniers de la région pourront le confirmer, avec des différences par rapport à l'an dernier, bien sûr. Les tomates n'ont pas vraiment donné, donc on s'accorde tous à le dire. Donc quand même une belle production. Après, le projet du potager a connu pas mal de nouveautés, puisqu'on a organisé un cycle de stage au château, au potager, autour de la phytothérapie, puis de la naturopathie et du yoga. Donc on a eu de très beaux échanges avec pas mal de stagiaires en fait tout l'été, au point qu'on va reconduire en fait cette expérience pour l'emmener jusqu'à mi-octobre. C'est un bel écosystème, c'est-à-dire qu'il y a le potager avec tout le projet permaculture autour de ça, et vous faites venir des gens aussi qui apportent leurs idées, leur énergie. Qui sont en connexion finalement avec le projet et puis ses valeurs, c'est-à-dire que en plus d'avoir un potager, on a un carré médicinal qu'on voit à l'écran. Et c'est justement pour un terreau, entre guillemets, extraordinaire pour parler des plantes et des vertus des plantes pour les plantes et des vertus des plantes pour les hommes. Donc c'est un joli terrain de jeu en fait. Et les hommes, justement, vous en accueillez régulièrement avec des séminaires d'entreprise. Ouais. Ça permet de resserrer les liens, ce bel environnement. Alors on est déjà à notre 5e séminaire. On a accueilli en juin par exemple, Fusalp est revenu une 2e fois avec 75 personnes, donc c'était un moment merveilleux. Donc là, ils mettent vraiment la main à la pâte. Complètement, c'est le but, avec des ateliers concomitants qui finissent par une œuvre collective. Donc il y a une vraie réflexion de transposition sur les règles qui régissent un potager et finalement comment on peut les utiliser pour mieux fonctionner ensemble dans un autre espace vivant, d'être vivant, l'entreprise. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, et on a eu LVMH là 2 jours en juillet, donc Louis Vuitton Moet Hennessy, qui est venu au château pour une expérience aussi qui était formidable, beaucoup d'échanges. Le lieu est enchanteur déjà, et puis on s'amuse bien, et puis on réfléchit aussi à son organisation, et puis qu'est-ce que la nature millénaire peut nous inspirer dans nos systèmes vivants. Donc c'est des belles réflexions. Alors il reste une poignée de jours avant l'automne. Qu'est-ce qu'on peut faire dans son potager? Plein de choses, comme toujours. Tant mieux. Donc déjà, il reste des choses à récolter. On voit à l'écran des tomates vertes. En général, on en a encore plein. Curieusement, il vaut mieux les récolter maintenant,
parce qu'elles vont davantage mûrir dans un endroit aéré et tempéré, comme un garage ou une cave, plutôt que sur pied, parce que les nuits vont se rafraîchir. Et du coup, elles vont être mises à mal ou elles vont pouvoir attraper des maladies, des pathogènes, si elles restent sur plan. Donc, récoltez-les. Pareil pour les courgettes, dès lors qu'elles ont atteint la taille pour être récoltées, prenez-les. N'oubliez pas d'en garder une belle, parce que ça va être le porte-graines pour la saison prochaine. Donc, choisir un beau sujet pour le garder. Après, il y a d'autres légumes qui supportent très bien l'hiver, comme les poireaux, les choux, etc. Ça, c'est une première chose, donc la récolte. Après, il y a le nettoyage des parcelles de culture. Sortir les plants malades et les mettre dans un compost chaud. J'avais fait un sujet là-dessus sur Accès Direct, sur le chaud et froid, exactement. Le compost chaud permettant justement de brûler les pathogènes. Donc on va faire ça dans un compost chaud. Et tous les plants sains, on va les mettre dans le compost froid, qui va mettre un an à se décomposer. En une phrase, pour ceux qui n'ont pas été fidèles le jour où vous étiez entre le chaud et le froid. Non, le chaud, ça demande plus d'énergie humaine. C'est-à-dire que c'est un compost qu'on remue tous les jours pour favoriser les échanges chimiques, en fait. Et donc, c'est un compost qui peut monter à 80 degrés, qui brûle les pathogènes, donc les maladies, qui permet de faire un compost en moins d'un mois, parfois, par son échauffement, mais qui demande pas mal d'énergie physique. Un compost froid, c'est une espèce de lasagne. On va laisser les couches s'empiler dans le fond du jardin et puis ça met un an à se décomposer. Donc c'est une autre approche. Par contre, ça ne digère pas les maladies, en fait. Ça ne les brûle pas. Alors une fois le jardin nettoyé, le potager nettoyé. Il faut penser à le refertiliser. Donc on va semer des engrais verts comme la facélie, la moutarde, le sarrasin, la vesque, toutes ces plantes pas forcément comestibles entre guillemets, si le sarrasin par exemple, mais qui permettent de régénérer la terre. Donc ça c'est une première chose, il faut y penser, parce que souvent le froid arrive et puis on se dit on va laisser tranquille la terre. Non, il faut l'aider à se régénérer pour qu'elle soit, parce qu'on a puisé dedans toute la belle saison, donc il faut lui rendre ce qu'on lui a pris. Et au-delà de ça, il y a une activité qui peut être très intéressante en ce moment, c'est profiter de toutes ces annuelles qui sont encore là, comme l'ortie, la consoude, et faire des purins. Et ça, c'est une précieuse liqueur qui va nous servir en début de saison prochaine à fertiliser naturellement tous nos semis, nos plants, pour pouvoir leur donner la vitalité et la résistance aux nuisibles et aux pathogènes. Et ça se passe comment ? Alors il y en a plusieurs, des purins. Il y a des purins d'ortie, il y a des purins de consoude. Alors chacun ayant une fonction bien particulière et différente. Des purins de fougères ou des purins de prêle. En gros, il y a une règle qui est très simple, c'est la règle des 10. 10%. On prend 1 kg d'ortie, on va mélanger ça à 10 kg d'eau, c'est-à-dire 10 litres d'eau. On concasse, on remue tous les jours, parce que ça va faire des bulles, ça va fermenter. Et avant que ça sente mauvais, c'est pour ça qu'il faut remuer, on filtre tout ça, on stocke ça dans des containers et on peut les garder quasiment indéfiniment. Et par exemple, l'ortie, c'est une formidable source d'azote, de fer, et ça va fortifier. D'ailleurs, ça fait la même chose pour les humains. C'est là où le parallèle est intéressant entre le monde végétal et animal. Et c'est pour démarrer la saison, c'est très précieux ce type de purin. Et on va le diluer à 10% dans son arrosoir, donc 1 litre de purin pour 10 litres d'eau pour arroser les plantes. La consoude, on va être sur un apport de potasse, on va retrouver pratiquement tous les meilleurs éléments du meilleur compost dans la feuille de consoude. On le prépare de la même manière. La fougère, on va être plutôt sur un insectifuge et insecticide, et la prêle, ça va être un antifongique. Donc chaque purin a sa fonction à un moment donné dans le potager. Alors, donc vous allez être bien occupé. Oui, absolument. L'automne ne va pas être tranquille pour les jardiniers. Alors, côté pédagogie aussi, ça se poursuit. Il nous reste une petite minute. Il y a des cycles de conférences, des stages, tout à fait. Notamment pour fabriquer du jus de légumes. Oui, absolument. C'est justement ces stages de phytothérapie ou de naturopathie qui reprennent à la demande du public. Donc ça reprend dès mercredi prochain. Le 25. Le 25, exactement, et ainsi de suite tous les mercredis.
Donc on trouve toutes les infos sur ma page Facebook, sur la page ou sur le site du château, potager du château voilà. de Menton. Exactement. Et puis un temps fort sur lequel vous vouliez revenir, c'est la première édition de la journée en gage de sens. Absolument. Alors peut-être une petite parenthèse, demain soir on a une conférence au château sur la permaculture dans le monde de l'entreprise, au château à 20h. Donc ça c'est un événement aussi intéressant. Et maintenant, je vous suis sur l'élément phare de l'automne au château, qui est la journée le 13 octobre, en gage de sens, qui est un événement où on va retrouver 6 différents parcours, un parcours bien-être, un parcours santé, un parcours enfant, qui va nous permettre de passer d'un atelier à l'autre. Il y a plus de 20 ateliers, qui sont des ateliers qui illustrent à chaque fois des gestes qui nous inscrivent dans le développement durable, des gestes du quotidien. On va retrouver de l'apiculture, de la permaculture, naturopathie, des gestes simples pour faire de la lessive soi-même, de la poterie. Bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a 20 ateliers, la cuisine crue avec une naturopathe. Enfin, c'est à chaque fois des petits ateliers de 30 minutes où on apprend plein de choses, on participe. Et on repart à la maison en se disant, ça je vais faire. Voilà. Donc je rappelle, ce sera le 13 octobre, Ouais. vous vous présentez et vous attendez pas mal de monde. Oui, tout à fait. Bah, ça va être un bel événement, donc on le relaie sur différents réseaux sociaux. Et oui, on attend pas mal de monde et ça va être sympa. Et ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'être venu Au revoir. sur le plateau. On va partir maintenant à la découverte de la légende du Haras avec une jolie initiative et les co-réalisatrices du film qui porte donc le nom La légende du Haras, Mathilde Lazuèche et Léa Angelbert. Donc vous avez co-réalisé un film. Il y a également une architecte, Claire Vernieux, qui était à vos côtés sur ce projet. Et cette légende, ce film, les Annéciens vont pouvoir le découvrir demain, mercredi 18 septembre, au Haras. On redonnera toutes les dates. Bonsoir. Déjà, merci d'être là. Alors, donc, ce projet a constitué, ça fait partie de la première résidence de la Maison de l'Architecture de Haute-Savoie. Comment il est né, ce projet? Comment vous en avez eu l'idée? Alors du coup, tout a commencé avec un appel à candidature venant de la part de la Maison de l'Architecture de Haute-Savoie, auquel on a répondu, où du coup ils attendaient, ils recherchaient un architecte, enfin une architecte, et un vidéaste. Et donc nous, on a choisi de répondre à trois et de former un trio pour répondre à la candidature. Et on a proposé un projet mêlant architecture, cinéma et cinéma d'animation, parce que du coup... Avec chacune votre casquette. Voilà, c'est ça. Pour essayer de mutualiser nos compétences et proposer un projet un petit peu différent de ce qui était attendu. Et la commande, elle était où? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fallait dire des Haras, si je puis dire? C'était pas dire des Haras, il y avait le sujet du lieu du Haras. Et nous, l'idée qu'on a proposée, c'était de travailler sur la mémoire du lieu et sur l'histoire, en fait, parce que quand on a vu le lieu, le bâtiment, on s'est dit c'est quand même un lieu qui pousse à l'imaginaire. Donc on a voulu travailler autour de la légende. Et pour travailler autour de cette légende, on s'est servi du passé du Haras, donc de l'histoire du Haras, en s'appuyant sur les témoignages des gens qui avaient travaillé au Haras, qui avaient vécu au Haras. Et on voulait en faire quelque chose de nouveau, donc recréer quelque chose, une histoire nouvelle pour essayer de lier ce passé au devenir du Haras. Alors on va regarder une bande-annonce pour avoir une petite idée de ce fameux film que vous pourrez découvrir demain. Le Haras, oui, parce que je sais que c'est dans Annecy, mais alors la légende... Ah non. Alors moi, pas du tout. Je ne peux pas vous dire, je sais pas. Ça me dit rien du tout. Non. Pas plus que ça. Pas du tout.
Alors on vient de le voir dans la bande-annonce, on va voir les Annéciens, on va voir le lieu, mais on va voir certains Annéciens. Il y a eu un volet participatif assez important qui vous a pas mal occupé, je crois, de mai à septembre, avec une quarantaine de personnes interviewées. C'était important que les Annéciens aussi fassent partie de ce projet? C'est vraiment la naissance du projet, ça part vraiment d'eux en fait. Parce qu'on a recueilli les témoignages, c'est pas de mai à septembre, seulement sur le mois de mai. Mais l'idée, c'était vraiment de se servir de leur histoire, de leurs témoignages pour créer le film derrière. Donc on a pris du temps avec eux. L'idée, c'était pas d'avoir plein de témoignages, c'était plus d'essayer de trouver une qualité de témoignage, donc de passer du temps avec les gens pour essayer d'en faire ressortir des histoires intimes, des histoires d'usage du lieu, pour après nous pouvoir s'en servir en fait et prendre par exemple juste une image de leur témoignage ou un personnage de leur témoignage pour en refaire quelque chose et la réintégrer dans une histoire commune en fait à tous les habitants. Vous avez été surprise parce que vous avez entendu, appris au cours de cette quête? Alors du coup, dans un premier temps, on est vraiment allé à la recherche de ces personnes en cherchant plutôt de manière historique des personnes attachées à ce lieu. Et en fait, très rapidement, après un article dans le journal et puis un événement au Haras, les gens sont venus par eux-mêmes nous parler parce qu'on a senti que pour les Annéciens, c'était vraiment un lieu plein de symbolique et d'histoire. Et en fait, on n'a pas du tout eu de mal à récolter des témoignages qui étaient tout aussi riches les uns que les autres. Et donc c'est ça qui nous a surpris en fait, un peu, parce qu'on avait un peu peur. Oui, l'attachement, et on ne savait pas trop en fait, parce qu'on arrive, on ne connaît pas Annecy. C'est un peu bizarre de venir parler à quelqu'un comme nous. Donc on avait un peu peur, on ne savait pas trop si on allait rencontrer des gens, assez de personnes, aller avoir assez de témoignages. Et il se trouve que les gens venaient et étaient tout de suite très en confiance avec nous, donc c'était agréable, c'était vraiment agréable. Comment vous avez retranscrit, en tout cas si c'était l'objectif, cet attachement des Annéciens au Haras, à l'intégrer dans une légende, puisque c'est le nom du film, donc à l'intégrer dans une fiction, dans de l'imaginaire? Comment ça se ressent, ça, dans le film? Là, on est parti, par exemple, sur un personnage de gardien qui est seul dans le Haras. Et en fait, on sent l'attachement de ce personnage au bâtiment parce qu'il fait tous les jours les mêmes gestes, tous les jours il parcourt les bâtiments, il parcourt le lieu et presque en fait, à des moments il est dans la nuit avec sa lampe torche et on ne sait pas trop s'il est vraiment en train de surveiller quelque chose ou s'il est en train de regarder le bâtiment et finalement de l'admirer. Donc on a essayé de faire par le biais de ce gardien, d'essayer de créer un lieu entre le gardien et le bâtiment, et le Haras en fait, les bâtiments du Haras. Et la place de l'animation dans ce film-là? Alors du coup, on est parti sur un projet de fiction, mais qui partait de documentation réelle, de captation vidéo de témoignages. Et du coup, l'animation, elle est venue un petit peu ajouter une petite touche de magie et accentuer un petit peu le côté étrange qu'on a voulu amener tout au long de la fiction et avoir une espèce de glissement vers un monde complètement décalé et un peu surnaturel. Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose d'étrange aussi dans le Haras. C'est quand même très imposant comme bâtiment. Et il y a beaucoup de témoignages. Il est ressorti l'idée que les gens ne pouvaient pas y entrer. Il est resté longtemps fermé. Voilà, c'est très longtemps fermé, donc il y avait quand même un truc de fantasme et de... Oui, c'était intriguant en fait pour pas mal de gens. Donc là, c'était parfait le cinéma d'animation pour faire justement pour recréer ce sentiment d'étrange qu'avaient eu les gens quand ils pouvaient pas y rentrer et qu'ils pouvaient seulement le contourner. Alors un mot, parce que donc il y aura la projection du film, ce sera à 21h15 au Haras, donc demain mercredi. Mais avant, à 18h, les Annéciens sont invités à participer à un parcours dans la ville sur la trace de cette fameuse légende, en votre compagnie. En quelques mots, ce parcours-là, comment ça se passe? Alors du coup, rendez-vous à 18h, on vous invite à un parcours sauvage et sonore, parce que du coup, on va essayer de vous faire passer par des itinéraires peut-être pas connus du grand public, essayer d'emprunter
des routes non tracées, de découvrir de nouveaux espaces à l'intérieur de la ville d'Annecy qui est déjà tracée par plein de parcours plutôt touristiques ou autres. Et l'idée, c'est qu'on va s'arrêter à des points clés qui vont avoir des liens avec le film aussi, avec notre méthodologie de fabrication du film, pendant lesquels on va vous faire écouter des témoignages d'habitants qui résonneront avec le film, avec le parcours initié. Et voilà. Il y a une petite surprise. Et des petites surprises. Et donc tout ça, ça se passe demain à Annecy. Ça commence au Haras à 18h. Projection du film à 21h15. Et entre-temps, il y a un petit apéro du côté d'Harmonie Saveur pour les Annéciens. C'est la petite guinguette qu'il y a au cœur des Haras. Merci beaucoup. Restez avec nous. Dans quelques minutes, c'est le JT. Il sera notamment question de l'avenir d'Alpine Aluminium avec le directeur général qui sera sur le plateau. À tout de suite.